Le président de la République a annoncé le 11 mai le début du déconfinement. Et je voudrais savoir sur quelle considération scientifique et médicale a été décidée cette date. S'agit-il de considérations liées à l'évolution de l'épidémie ou à la disponibilité des masques et des tests qui, jusqu'alors, ont fait défaut? Je voudrais également que vous puissiez nous dire ce qu'est la stratégie poursuivie par le gouvernement. Vous avez fait depuis plusieurs semaines un effort de pédagogie et de transparence et c'est celui que je sollicite aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous l'avons bien compris, le confinement visait à limiter la propagation du virus pour atteindre un plateau et en même temps d'éviter que notre système de santé soit débordé. Et d'ailleurs, ce système de santé a bénéficié d'une augmentation très importante du nombre de lits de réanimation. Et du même coup, le confinement, empêchant le virus de confiner, il a empêché d'atteindre le niveau d'immunité collective qui, en théorie, pourrait faire rempart à la maladie, faute de traitement ou de vaccins disponibles dans des délais rapprochés. Dès lors, ma question est la suivante. Est-ce que votre stratégie consiste-t-elle en une combinaison de recherche d'immunité collective se fondant sur le déconfinement des enfants, dont on dit qu'ils sont à faible risque de complications, et de leurs parents, qui sont souvent jeunes, et de maintien du confinement sur une base volontaire pour les plus âgés et les plus fragiles de nos concitoyens. Et cette stratégie, si vous me la confirmez, sera-t-elle différenciée sur le plan régional en fonction de ce qu'a été jusqu'à présent l'épidémie? Que va produire dans votre esprit le déconfinement du point de vue de l'immunité collective? Va-t-elle croître? Est-ce un objectif que vous fixez? Avez-vous modélisé dans cette hypothèse la croissance des contaminations et de l'immunité collective liées au déconfinement? Et pour prolonger ma question, parce que c'est l'interrogation de nombreux parents légitimement inquiets, les enfants étant les premiers à nouveau à être exposés, pouvez-vous nous dire ce que l'on sait aujourd'hui du virus chez les enfants et s'il leur sera demandé de porter des masques et d'effectuer des gestes barrières? La question que vous me posiez sur les enfants est importante. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants de moins de 10 ans sont peu porteurs, sont peu malades. On le voit d'ailleurs dans les statistiques hospitalières, il y a heureusement fort peu d'enfants admis à l'hôpital et encore moins en réanimation. Les seuls cas graves et les extrêmement rares décès sont survenus chez des enfants ayant des pathologies extrêmement lourdes. Et donc c'est un élément rassurant pour les parents que de savoir que leurs enfants sont peu exposés, qu'ils sont relativement peu porteurs. Je parle des enfants jeunes, ensuite les adolescents le sont un peu plus. Donc ce sont des éléments importants qu'il faudra partager sur en particulier cette notion de risque chez l'enfant. Sur l'immunité collective, nous en sommes donc très loin et l'objectif de la France n'est pas d'atteindre une immunité collective en se disant bah, très bien, on va entre guillemets créer les conditions d'une deuxième vague puis d'une troisième vague pour que à chaque vague on ait 5% de gains. Ça me paraît totalement dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir à chaque vague des milliers de morts, des milliers de personnes en réanimation. Ce n'est absolument pas l'objectif. Là, l'objectif est vraiment d'éviter que le virus circule, qu'il y ait le minimum de pression sur les systèmes hospitaliers et médicaux et que nous ayons finalement des conditions favorables qui font qu'on ait la circulation virale la plus faible et qu'on puisse attendre, gagner du temps par rapport à l'arrivée de médicaments efficaces ou de vaccins, ce qui est évidemment attendu. Donc j'espère avoir répondu à peu près. Bonjour, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Professeur, Madame la Directrice. Le premier jugement qui est fait par nos concitoyens, c'est le caractère d'improvisation que connaît notre pays dans la gestion de cette crise. C'est sûrement injuste, vous l'avez dit, Monsieur le Professeur, personne ne conteste le caractère exceptionnel, imprévisible, grave de la pandémie. Il reste toutefois que nous avons le sentiment qu'il n'y a pas de cohérence dans les discours politiques entre les gouvernements. Je pense à Monsieur le Président de la République qui annonce la reprise des classes et à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale qui nous dit le lendemain, pas pour tout le monde et pas tout de suite. C'est l'annonce que des choses vont se passer et puis sur le terrain, pas de réalisation. Ça a été vrai sur les masques, ça a été vrai sur bien d'autres sujets. Et puis globalement, le sentiment, c'est que votre doctrine, Monsieur le Professeur, c'est votre stock. On est contre les masques quand on n'en a pas, on est pour les masques quand on sent qu'on va en avoir, même chose pour les tests. Et donc, le sentiment général qui est aujourd'hui perçu par nos concitoyens, c'est, je le répète, celui de l'improvisation. Et je veux vous dire, Monsieur le Président Mignola, que nous avons besoin, parce que j'ai relevé un certain nombre de contradictions, mais qui sont sûrement le fait de mon ignorance médicale, des contradictions entre les déclarations de nos différents invités. Sur les tests, je souhaiterais qu'on puisse nous établir désormais une note pour nous dire
ce qui a été dit par les uns et par les autres sur les tests produits, sur les tests réalisés. Je souhaite qu'on puisse y voir plus clair en la matière et donc je vous sollicite, Président, pour que nous puissions disposer d'un tel document. À vous, Monsieur le Professeur, je souhaite vous interroger sur les tests en milieu de travail. Hier, Madame Pénicaud, la ministre, a clairement indiqué que le 11 mai, la lutte contre la dispersion du virus se ferait par la distanciation sociale et le respect des guides de bonne pratique. C'est bien, mais pas par une politique de masques distribués aux salariés et encore moins par une campagne de tests. Je souhaiterais que vous nous portiez un jugement là-dessus et que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Enfin, le député des Pyrénées-Atlantiques que je suis, l'élu du Béarn, qui constate que, heureusement, chez nous, nous avons très peu de cas, comme ça a été dit par Madame la directrice, vous interroge, Monsieur le directeur et Madame la directrice, sur qu'est-ce qui va se passer en termes de déconfinement territorial et en même temps, quelles sont les mesures de précaution qui pourraient être prises par les pouvoirs publics pour éviter que nous soyons, nous aussi, victimes de la circulation du virus et ce qui pourrait être fait dans ces territoires qui sont aujourd'hui heureusement épargnés. Merci. Je partage vos interrogations sur le déconfinement territorial. Je dirais même qu'il y a beaucoup d'inconnus dans la diversité territoriale. On a parlé tout à l'heure de l'Allemagne, mais on pourrait parler de l'hétérogénéité européenne qui est totalement incompréhensible. Plusieurs pays nordiques sont massivement touchés, d'autres non. L'Allemagne, certes, est moins touchée que la France, mais la Grèce, par exemple, est beaucoup moins touchée, alors que son système de santé, comme vous le savez, est en grande difficulté. Donc, on n'a pas d'explication sur la circulation virale et le fait qu'il y ait ou non des zones touchées. De la même façon, les départements français sont touchés de façon extrêmement hétérogène, alors que nous avons, vous le savez, un système de santé, là aussi, assez homogène sur le territoire. Mais par contre, ce qu'il faudra éviter, et ça, c'est une inquiétude que je partage avec vous, ce sont les transports interrégionaux et les échanges de population entre des zones massivement touchées et des zones peu touchées. C'est comme ça qu'on va réactiver la circulation du virus, notamment vis-à-vis de zones très peu touchées. Et donc, c'est une inquiétude que l'on doit avoir, notamment lors du déconfinement, d'être très attentif aux flux interrégionaux, évidemment. Moi, je voudrais revenir sur 3 sujets. Le plan blanc est appliqué partout sur notre territoire. Le Premier ministre a indiqué dimanche dernier que plus de 60% des consultations, notamment chez les spécialistes et en amont d'une opération, ont été déprogrammées. Alors, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas pertinent d'arrêter ce plan blanc ou en tout cas de l'amoindrir dans les régions où, par exemple, moi je suis dans un département où il y a eu de moins de 20 hospitalisations de cas liés au Covid et tout est arrêté. Tout est arrêté. Et ça, c'est inacceptable. Donc, je voudrais que vous puissiez m'indiquer comment vous comptez adapter la mise en œuvre de ce plan blanc au gré des situations et faire en sorte que les hôpitaux et les cliniques privées puissent continuer ou redémarrer une activité, notamment lorsqu'elles n'ont pas dans leurs établissements un grand nombre de malades en réanimation atteints du Covid. Je pense que c'est indispensable en matière de santé publique. Vous avez évoqué tout à l'heure le plan blanc. C'est vrai que nous avons engagé une déprogrammation massive et des plans blancs, le déclenchement des plans blancs le 12 mars dernier, pour permettre à l'ensemble de nos établissements de s'armer, d'autant qu'à l'époque, nous n'avions pas une vision aussi claire de la disparité régionale d'atteinte de l'épidémie. C'était absolument indispensable. Entre-temps, la stabilisation du niveau et la décroissance progressive du nombre de patients en réanimation d'une part, et la question des risques de perte de chance pour les patients, que ce soit à l'hôpital ou en ville, ont conduit à relancer de manière extrêmement prudente et extrêmement modérée l'activité, y compris au sein des établissements de santé. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, pour tenir compte de chacune des réalités de leur région, de relancer l'activité de manière très prudente, très modérée, avec des conditions très simples, tout d'abord de réversibilité extrêmement rapide pour permettre de réarmer les capacités en réanimation si l'épidémie avait enregistré une résurgence forte, et aussi d'autres contraintes qui sont liées aux médicaments. Je l'évoquais tout à l'heure, un certain nombre d'activités programmées sont consommatrices de molécules dont nous avons besoin pour prendre en charge ces patients. Ce sont des limites assez fortes, mais la crise est encore réelle. Quand vous regardez la situation en réanimation, que ce soit en Île-de-France ou en Grand Est, elle n'est pas encore derrière nous. Donc c'est la raison pour laquelle le message a bien été adressé d'une reprise extrêmement prudente pour des activités pour éviter les pertes de chance des patients dans les établissements en tenant compte de ces exigences. Deuxième question sur les chirurgiens dentistes. Alors, je suis tombée des nues, je vais vous le dire. Hier, nous avons auditionné la ministre du Travail qui nous a indiqué qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du congé garde d'enfants parce qu'ils doivent travailler.
Mais vous leur dites en même temps qu'ils n'ont pas de masque FFP2 pour travailler, alors que quand on intervient dans la bouche, on peut se dire qu'on peut être contaminé. Monsieur le directeur général de la santé, il faut que vous nous disiez très clairement ce que vous comptez faire pour les chirurgiens dentistes. Vous ne pouvez pas leur dire de travailler s'ils n'ont pas de masque FFP2. Quant au masque FFP2, j'espère ne pas dire de bêtises devant Katia Julienne, mais évidemment, il y a des masques FFP2 pour les dentistes. C'est un sujet de protection des dentistes et à ma connaissance, quand on rouvre un cabinet de dentiste, il y a un accès au masque FFP2 et le ministre s'était déjà exprimé sur ce sujet. Enfin, dernier point, et je voudrais vraiment insister sur ce point. Madame la directrice générale adjointe, vous avez indiqué que vous n'étiez pas au courant de la polémique sur les respirateurs. Pourtant, ça a fait l'ouverture du journal de France Inter ce matin, où apparemment 8500 respirateurs commandés sur les 10 000 ne pourraient pas être branchés correctement, moi, je ne suis pas une spécialiste, dans les hôpitaux et les cliniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et si vous ne pouvez pas nous en dire plus aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous engager à nous envoyer une note pour nous dire si oui ou non, ces 8500 respirateurs vont pouvoir fonctionner ou pas? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Sur les 10 000 respirateurs, ce que j'ai à l'esprit, c'est qu'il y en a 1500 pour les patients atteints du Covid-19 et 8500 d'un modèle Osiris plutôt destiné aux urgences et au transport. Mais je peux tout à fait m'engager à vous donner des précisions dans la journée sur ce point, bien sûr.